Ça permet aussi en fait d'aborder des débats très actuels, des débats politiques qu'on a en France, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient sur les questions d'identité, d'authenticité culturelle, de nation. Donc, ce cours est le cours d'introduction à la science politique. Le module qui porte spécifiquement sur le Moyen-Orient. Donc on va regarder là vraiment en quoi les débats de sciences politiques nous permettent de mieux comprendre cette région du monde. Donc j'ai 6 séances de 2 heures dans un grand amphi pour les étudiants de première année à Menton. Et au cours de la première séance, en fait, je propose une réflexion épistémologique sur la manière dont les connaissances de sciences sociales sur le Moyen-Orient, elles ont été produites et elles sont produites pour une raison bien simple, c'est qu'on a un auteur issu de la région, Edward Said, qui est palestinien, qui a construit cette notion d'orientalisme qui a été extrêmement influente pour comprendre la région, mais aussi bien au-delà, puisque c'est l'un des pères de ce courant qu'on appelle le post-colonialisme. Donc le détour par cette grande figure nous permet de réfléchir à ces débats contemporains sur l'impact de la colonisation, le regard qu'on peut porter depuis l'Occident sur cet Orient, un peu parfois mystifié, exotisé. Et c'est une manière d'inviter à être réflexif sur les catégories qu'on emploie et d'aborder des questions comme qu'est-ce que c'est que l'essentialisme, qu'est-ce que c'est que le culturalisme, pourquoi c'est pas la bonne manière d'aborder certaines choses. Ça permet aussi en fait d'aborder des débats très actuels, des débats politiques qu'on a en France, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient sur les questions d'identité, d'authenticité culturelle, de nation. C'est une très bonne manière de s'ouvrir à la région, mais aussi bien au-delà. Alors du coup, dans la deuxième séance, on aborde une thématique qui est vraiment centrale, c'est la question du religieux en relation avec le politique. De deux manières, on aborde cette question. D'une part, on regarde la manière dont le religieux sert la légitimation des régimes établis, pour la plupart des régimes autoritaires. Et donc, on regarde différents pays, et notamment la relation entre le clergé et l'État, avec un focus par exemple sur l'Iran et l'Arabie Saoudite, deux pays très intéressants à observer parce que déjà, ce sont des pays qui sont rivaux sur le plan géopolitique et qui prétendent chacun incarner une version du vrai islam et qui ont des institutions politiques vraiment différentes et qui utilisent le religieux de manière différente. Donc, on se demandera par exemple de quelle manière on peut dire que l'Iran, la République islamique d'Iran, est une théocratie, alors qu'à l'inverse, contrairement à ce que souvent on peut croire, en Arabie Saoudite, on a affaire à un régime monarchique qui est plutôt classique pour la région et où le clergé est influent mais ne gouverne pas. Et puis, il y a un autre aspect de cette question des relations entre religieux et politiques, c'est la question de l'usage du religieux par les mouvements d'opposition. Bien sûr, on regardera un petit peu les mouvements islamistes, les frères musulmans, qui sont-ils, d'où viennent-ils et comment est-ce qu'ils utilisent le religieux comme idéologie politique moderne. Puis donc, la troisième séance, c'est une séance qui porte spécifiquement sur la question de la citoyenneté de la nation. C'est-à-dire, au fond, comment on imagine la nation dans cette région du monde particulière, donc les différents types de nationalisme. On regardera beaucoup le nationalisme arabe, un peu l'histoire du nationalisme arabe, les grands idéologues du nationalisme arabe, les acteurs du nationalisme arabe, par exemple le Parti basse qui gouverne la Syrie depuis 1963, qui a longtemps gouverné l'Irak. On regardera aussi le nationalisme palestinien, le sionisme, la relation entre ces deux projets nationaux. Et puis on s'interrogera aussi dans une deuxième partie sur les régimes de citoyenneté qui vont avec ces imaginaires de la nation. Donc on regardera la manière dont différents régimes
incorporent différentes catégories de leur population. Les femmes, les minorités religieuses, les minorités ethniques. Donc dans une 4e séance, je propose d'aborder les questions économiques, mais vues vraiment sous l'angle de la politique. Donc on est dans l'économie politique. Et il s'agit en premier lieu de regarder l'impact historique de ce qu'on appelle le développementalisme, donc qui est une idéologie économique qui a été ultra dominante au Moyen-Orient, mais dans bien d'autres régions du monde, et qui partait au fond de l'idée que pour les sociétés anciennement colonisées, il était important de rattraper, entre guillemets, le retard sur les pays développés. Et je mets beaucoup de guillemets sur développement, développé, parce que je propose précisément à tout le monde de s'interroger sur ce qu'il y a derrière ces catégories. Et donc l'entrée par le développementalisme nous permet de regarder de manière historique la position de l'État dans l'économie et de voir comment elle s'est transformée à la suite de crises économiques, les crises de la dette dans les années 1980, les politiques de libéralisation économique qui ont été souvent imposées par les organisations internationales, et comment ça a transformé la position de l'État dans l'économie, mais comment il y a aussi eu des conséquences importantes sur les régimes d'État-providence, sur les politiques de distribution des richesses, dans une région, et c'est souvent peu connu, mais où finalement la distribution des richesses a été un pilier quand même de la légitimité des régimes autoritaires. Actuellement, pour beaucoup d'auteurs, la moindre capacité des régimes à redistribuer les richesses, notamment par l'emploi public, c'est un des moteurs des contestations sociales et politiques, et notamment cette vague de contestation dans le monde arabe qui a eu lieu en 2011, qui a été appelée par certains le printemps arabe, est souvent présentée dans les débats académiques comme étant liés vraiment à la transformation de ces politiques et la difficulté, on va dire, des dirigeants à distribuer les richesses comme ils le faisaient auparavant. On regardera un aspect très particulier qui est la question du chômage des jeunes, qui est un aspect important, puisque c'est une région qui a le plus fort taux de chômage parmi les jeunes. Et ça, c'est lié à la diminution des offres d'emploi public et à la difficulté du secteur privé à offrir des emplois qualitatifs. Dans la 5e séance, nous aborderons un aspect vraiment essentiel, c'est les régimes politiques, donc les différents types de régimes politiques, ce qui nous permet bien sûr d'aborder la question de l'autoritarisme, comment il fonctionne, les différentes modalités de l'autoritarisme. Donc je proposerai un focus sur la grande distinction qui est faite dans les études sur le Moyen-Orient entre les régimes autoritaires de type républicain et les régimes monarchiques, puisque la région du Moyen-Orient, c'est aussi une région qui se distingue par le grand nombre de régimes monarchiques qu'elle comprend, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Qatar. Donc on regardera le rôle différent d'une institution comme l'armée, par exemple. Dans les républiques, l'armée est souvent au pouvoir, les dirigeants sont souvent issus de l'institution militaire, ce qui ne va pas du tout être le cas dans les monarchies. Alors le focus sur l'autoritarisme ne nous empêche pas de regarder quand même des expériences démocratiques, car il y a aussi des expériences démocratiques dans cette région. On parlera de la démocratie israélienne, bien sûr. On parlera aussi de la démocratie libanaise, qui est une démocratie très particulière. On verra comment les institutions politiques libanaises organisent le partage du pouvoir entre les différentes communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes, qui habitent le Liban. Dans cette séance aussi, on regardera ce qu'on appelle la transitologie, qui est en fait une discipline qui analyse la manière dont certains acteurs promeuvent la démocratie dans différentes régions du monde, et notamment le Moyen-Orient, qui a été, dans les 20 dernières années, particulièrement visé par des campagnes de promotion de la démocratie par les États-Unis notamment. Et donc, on regarderons l'impact de ces politiques de promotion de la démocratie sur la région, avec un focus sur ce qui s'est passé en Irak en 2003 notamment. Et puis enfin, dans une
dernière et donc 6e séance, je proposerais qu'on regarde les relations internationales du Moyen-Orient. Donc vraiment le système régional, les relations entre les États de la région et les relations entre les États de la région avec des puissances extra-régionales. Alors, ça veut dire qu'il faudra qu'on regarde le rôle des puissances coloniales historiques, la France, le Royaume-Uni, comment leur position s'est modifiée au cours du XXe siècle et du XXIe siècle, comment les États-Unis ont émergé comme une puissance extra-régionale majeure. Et puis, on regardera par exemple comment les États de la région forment leur politique étrangère. Donc, on se demandera, par exemple, pourquoi certains États arabes et musulmans ont choisi de signer la paix avec Israël dès la fin des années 70 pour l'Égypte, un peu plus tard pour la Jordanie. Pourquoi, pour certains États, au contraire, comme l'Iran, comme la Syrie, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il y a un refus frontal de toute idée d'une paix avec Israël. On s'interrogera aussi sur les acteurs non étatiques des relations internationales, avec un acteur crucial dont on parle beaucoup, notamment en ce moment, c'est le Hezbollah libanais. Donc on verra l'influence de cet acteur sur les conflits régionaux. Sciences Po.